Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire Squash GitLab. Aujourd'hui, c'est un webinaire qui va mettre en avant la manière de gérer les tests avec la plateforme GitLab et avec Squash. Donc, les personnes qui vont vous montrer, qui vont réaliser la démo aujourd'hui sont Marion Delobo, qui est la product owner de Squash, et Florian Gauthier, qui est le Head of DevOps d'Enix. On est également en présence aujourd'hui de Thomas Bravo, qui est l'ingénieur d'affaires Squash GitLab au sein d'Enix, et de moi-même, Thibault Le Faucheur, en charge de la communication. Je passe à la suite. Pour ceux qui ne connaissent pas Enix par rapport à Squash, c'est l'éditeur de Squash. Donc Enix, c'est 3 activités principales. Tout d'abord, l'édition de Squash depuis plus de 10 ans. Et donc Squash, un outil pour la gestion des tests manuels et automatisés. Enix, sinon, depuis près de 25 ans, c'est une ESN en qualité logicielle qui réunit 350 consultants. Et puis, nous avons aussi un organisme de formation qui s'appelle l'École de la qualité logicielle, par lequel gravitent beaucoup de personnes qui se reconvertissent dans le domaine du test et de la qualité logicielle. Le partenariat Enix GitLab, très rapidement, avant qu'on attaque la démo, il se résume en 4 axes. Une partie Professional Services, qui nous permet d'accompagner nos clients ainsi que les utilisateurs de GitLab sur divers sujets. Un deuxième maillon qui concerne la partie commerciale, puisque nous sommes partenaires select de GitLab, et donc nous sommes le premier partenaire select de GitLab en France, nous permettant de revendre du GitLab dans ses versions Premium et Ultimate. Et nous sommes également partenaires technologiques de GitLab, partenaire Alliance. C'est ce qui va être majoritairement évoqué aujourd'hui à travers les intégrations entre Squash et GitLab, au cœur de la démo que vont vous présenter Marion et Florian ensuite. Et puis enfin, comme évoqué précédemment, via notre école de la qualité logicielle, nous proposons depuis peu un cursus DevOps Cloud qui met en avant le DevOps Cloud basé sur GitLab. La prochaine session de cette formation démarrera en octobre prochain. Après cette courte introduction, je termine par une slide résumant le sommaire de ce webinaire. Donc, on va commencer avec Marion, la product owner de Squash, qui va vous présenter une courte introduction de ce qu'est Squash et de ce que ça permet de faire, avant de rentrer dans le vif du sujet de la démo, de la complémentarité entre Squash et GitLab, que ce soit sur les tests manuels, de l'intégration de tests Squash dans le cycle de vie GitLab, et puis de tout ce qui concerne ensuite l'exploitation, la conception, l'implémentation et le lancement des tests fonctionnels automatisés avec la plateforme GitLab et Squash. La fin de ce webinaire sera dédiée aux quelques évolutions futures entre Squash et GitLab à venir dans les prochains mois et années. Et puis, on terminera par la session de questions-réponses que j'évoquais précédemment. Donc, une nouvelle fois, pour ceux qui viennent d'arriver, il vous suffit d'écrire vos questions dans le chat à droite de ce webinaire. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et je laisse la parole à Marion pour la démo. Et bonjour à tous. Alors, effectivement, comme le disait Thibault, on va commencer par une courte présentation de Squash pour les personnes qui ne connaissent pas l'outil. Alors, normalement, vous devriez voir mon écran. Squash est un gestionnaire de patrimoine de tests qui va permettre de gérer et piloter à la fois les tests manuels et automatisés. Donc, il est basé sur un cœur open source. Et on peut avoir également des fonctionnalités additionnelles via des plugins qui sont soit gratuits, soit inclus dans les licences commerciales. C'est une application full web, donc accessible depuis un navigateur via une URL. Alors là, je me trouve sur la page d'accueil de Squash et en fait, l'application s'articule autour de 3 espaces principaux qui sont l'espace exigence, l'espace cas de test et l'espace campagne. On a également un espace pilotage qui va permettre de suivre toutes les phases du processus de test. Et puis, on a une partie administration pour notamment gérer les utilisateurs et les projets. Alors, si je vais dans l'espace exigence, alors en fait, tous les espaces dans Squash sont construits de la même manière. On a sur la partie gauche de l'écran une bibliothèque d'éléments et sur la partie droite une page de consultation. Donc, dans cette bibliothèque d'éléments, on va voir tous les projets auxquels on dispose d'habilitation, donc en bleu ici.
et donc on va pouvoir partager des éléments entre chacun de ces projets. Et puis à l'intérieur des projets, on va retrouver l'arborescence des objets de l'espace, donc là en l'occurrence des exigences, qui sont structurées en dossiers, sous-dossiers. On peut un peu organiser son référentiel comme on le veut. Pour alimenter ce référentiel, on a deux manières de le faire, soit en créant et en gérant directement les exigences depuis Squash. C'est le cas généralement des projets classiques en cycle en V. Soit on peut gérer les exigences dans un outil externe, typiquement GitLab, et donc ça c'est plutôt ce qu'on va retrouver pour les projets agiles et c'est ce qu'on va voir au long de ce webinaire. On a deux types d'exigences. On a ce qu'on appelle les exigences classiques, qui dans le jargon GitLab vont s'apparenter plutôt à des issues typées user story. Et puis on a également ce qu'on appelle des exigences de haut niveau, qui elles vont plutôt s'apparenter à des épiques côté GitLab. Et donc ce sont des sortes de macro-exigences qui peuvent être découpées. Et donc sur les pages de consultation, on va retrouver toutes les informations qui se réfèrent à l'élément qu'on a sélectionné dans la bibliothèque. Au niveau espace cas de test, ça se présente de la même manière que l'espace exigence, avec un code couleur différent. On a deux principaux types de cas de test, ce qu'on appelle les cas de test classiques, dont les étapes de test vont être caractérisées par des actions et des résultats. Ces cas de test peuvent être variabilisés via des paramètres et jeux de données. Donc, si on veut faire varier des identifiants ou des champs dans des formulaires, ça va éviter de dupliquer les tests. Donc ça, c'est le premier type de cas de test. Et puis, on a également ce qu'on appelle les cas de test BDD, qui se basent sur la syntaxe Gherkin. Et donc là, les étapes de test vont être composées d'une action, donc typiquement given when then, suivi d'un mot-clé, given when then, suivi d'une action. Et ces actions vont pouvoir être partagées entre les différents cas de test, réutilisées, notamment afin de faciliter l'automatisation de ces tests derrière. On a ensuite l'espace campagne, où va se dérouler toute la planification et l'exécution des tests. Donc, on a dans cet espace des campagnes qui vont représenter une version d'une application, des itérations qui vont correspondre aux livraisons successives de l'application ou à des sprints en contexte agile. Et puis, ce sont du coup ces itérations qui vont porter le plan d'exécution qui va pouvoir être alimenté de différentes manières. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, c'est dans ce plan d'exécution, depuis ce plan d'exécution, qu'on va pouvoir lancer l'exécution des tests et retrouver les résultats. Un petit mot de la partie pilotage. Donc, dans chacun des espaces que je viens de vous présenter, on a des tableaux de bord qui sont générés automatiquement par Squash et qui vont mettre l'accent sur des indicateurs un petit peu phares de la phase de test où on se trouve. Donc là, typiquement sur les statuts d'exécution. On a également un espace dédié au pilotage où l'on va pouvoir créer ses propres indicateurs et ses propres tableaux de bord. De manière à coller le plus possible aux habitudes du projet ou de l'organisation. Pour finir, un petit mot de la gestion des tests automatisés. Donc, les tests automatisés sont gérés comme les tests manuels, donc dans l'espace cas de test. Ils sont liés à des scripts automatisés. Ils sont intégrés au plan d'exécution dans l'espace campagne, comme on l'a vu juste avant. Et ils peuvent être exécutés soit depuis Squash, soit depuis un pipeline CI/CD. Et dans tous les cas, on récupère dans Squash les résultats et les rapports de test. Voilà pour cette présentation rapide de Squash. Je propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et donc de parler de l'intégration entre Squash et GitLab. Alors, on va aller côté GitLab. Donc on a GitLab d'un côté qui s'impose comme le leader des plateformes DevSecOps pour toute la gestion de la livraison de logiciels. Et puis on a de l'autre côté Squash qui est vraiment l'outil du testeur. Et donc l'objectif principal de cette intégration entre GitLab et Squash, c'est de faire en sorte que Squash complémente GitLab pour la gestion des tests fonctionnels, qu'ils soient manuels ou automatisés. Et donc, à travers cette intégration, l'idée, ça va être,
lorsqu'on combine ces deux outils, d'avoir une plateforme qui va permettre aux testeurs dans Squash de récupérer toutes les informations nécessaires pour tester et valider les applications. Et puis dans GitLab, de donner suffisamment de visibilité aux personnes qui utilisent GitLab, donc typiquement aux product owners, aux Scrum Masters et aux développeurs, afin qu'ils puissent suivre dans GitLab l'activité de test depuis les objets GitLab. Alors, on va démarrer cette démo de l'intégration. Donc là, je me trouve dans GitLab au niveau d'un projet où j'ai un ensemble d'issues qui sont caractérisées via des labels. Donc elles ont ces issues ont une catégorie, donc c'est soit des user stories, soit des bugs, une priorité et un statut. Et ces issues sont placées dans des sprints. Et donc pour ça, j'ai utilisé pour cette démo le module itération de GitLab qui est disponible dans la version premium de GitLab. J'aurais très bien pu utiliser le module milestone également. Donc là, j'ai 3 itérations, donc 3 sprints, dans lesquels je retrouve un certain nombre d'issues. Et j'ai également des issues qui ne sont liées à aucun sprint, qui sont dans le backlog. Donc là, je me place en tant que product owner. J'alimente mes itérations avec mes issues. Je vais créer une nouvelle issue, une nouvelle user story. Voilà, on va lui donner une description. On va lui mettre quelques labels. Alors, c'est une story, on va lui mettre une priorité et un statut. Donc dans GitLab, la plupart des informations se gèrent via des labels et puis on va la placer dans une itération, donc celle qui est en cours. Voilà, donc là en tant que product owner, je vais créer mes user stories, je vais les ajouter à mes sprints. Et donc là, en tant que testeur, moi ce que je vais vouloir, c'est récupérer toutes les infos, donc tout le contenu des user stories dans Squash, de manière à pouvoir construire mes tests et les lier aux user stories. Et donc pour cela, en fait, on va synchroniser un périmètre de user story qui nous intéresse dans l'espace exigence de Squash. Donc en amont de la démo, j'ai paramétré une synchronisation. J'ai paramétré en fait un ensemble de user stories que je souhaite récupérer dans mon espace exigence. Et donc là, en l'occurrence, j'ai décidé de récupérer toutes les user stories de mon projet, quelle que soit l'itération dans laquelle elles se trouvent. Et je peux aussi paramétrer la manière dont sont organisées les user stories dans mon espace exigence. Et là, j'ai choisi de les organiser par itération. J'aurais pu le choisir également par milestone ou simplement de les synchroniser tout à plat. Donc là, je retrouve un répertoire de synchronisation dans mon espace exigence. Je retrouve dans ce répertoire à la racine toutes les user stories qui se trouvent dans le backlog de mon projet. Et puis, je vais ensuite avoir des répertoires qui vont être créés pour chacune des itérations et qui vont être alimentés avec l'ensemble des user stories qui sont présentes dans l'itération. Donc là, voilà, je vais retrouver l'ensemble des éléments que j'ai. Alors, je suis désolée, je crois qu'il y a un petit souci de synchronisation, mais c'est pas grave, on va se baser sur ce qu'on avait déjà dans notre sprint. Donc là, je vais aller sur cette user story, par exemple. Donc là, je retrouve en tant que testeur le contenu de ma user story. Donc par défaut, je retrouve son nom, je retrouve la référence de la user story, je retrouve également la description. Et puis, si je souhaite récupérer plus d'informations, eh bien, j'ai la possibilité, toujours via paramétrage, de récupérer des infos issues d'autres champs de GitLab. Donc là, par exemple, j'ai synchronisé tous les labels, le champ label, et donc je récupère tous les labels dans Squash. J'aurais pu synchroniser également d'autres informations si besoin. Alors, on va plutôt aller sur... Voilà. Donc là, j'imagine que en tant que testeur, je vais créer mes tests dans l'espace 4 tests et les relier
à My User Story. Et donc pour les relier, donc ça se fait depuis ce bloc ici, en faisant, donc là j'ai la bibliothèque des cas de test qui s'affiche ici, et j'ai juste à faire un drag and drop des cas de test que je veux relier à My User Story. Donc là, c'est le cas ici. Et donc j'imagine que en tant que testeur, je vais continuer à effectuer, à créer mes tests et à les lier au User Story. Et donc en parallèle, si je vais dans GitLab, donc j'ai un lien ici qui m'emmène directement à l'issue GitLab. En tant que product owner, par exemple, ou personne qui utilise GitLab, je vais pouvoir suivre l'avancement de la recette à travers un commentaire ici qui va être posté dans chacun des tickets des issues et qui va me donner un certain nombre d'informations sur l'avancement de la rédaction des tests et de l'exécution. Donc là, on m'indique que les tests qui sont liés à ma user story ont un statut de rédaction qui est suffisamment avancé pour qu'on considère que la rédaction est OK et qu'ils sont prêts à être testés. Les deux autres statuts, on y reviendra plus tard, eux sont liés à l'aspect exécution. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que la synchronisation, elle se fait uniquement depuis GitLab vers Squash, et donc c'est GitLab qui a la main sur le contenu des user stories. Donc si une user story est modifiée dans GitLab, la modification sera répercutée dans Squash, mais l'inverse n'est pas vrai. La synchronisation, elle se fait par défaut selon une durée qui peut être paramétrée, mais qui est de 5 minutes. Donc c'est-à-dire que toutes les 5 minutes, on va avoir, si une modification a été effectuée côté GitLab, elle sera répercutée dans Squash. Néanmoins, on peut, si on le souhaite, paramétrer une synchronisation instantanée entre Squash et GitLab, et ça se fait via une intégration côté GitLab. Donc au niveau des paramètres d'un projet ou d'un groupe, on a une partie intégration dans laquelle on va retrouver tout un tas d'outils qu'on peut intégrer à GitLab et dont Squash. Donc il n'y a rien à installer de particulier côté GitLab, c'est intégré directement au code de GitLab. Donc si vous souhaitez mettre en place ces synchronisations instantanées, dans les dernières versions de GitLab, vous aurez accès à cette partie intégration avec SquashTM. Petite parenthèse refermée, donc là on imagine qu'on continue la création des tests, qu'on va les lier, et au bout d'un moment, on a fini la rédaction des tests et on va pouvoir créer des plans de test. Et donc pour cela, on va aller dans l'espace campagne et on a une manière, on a un assistant de création de plans de test qui va nous aider à identifier tous les tests qui vont vérifier un périmètre d'issue GitLab. Donc typiquement, si on veut valider le contenu d'un sprint, on va pouvoir le faire assez facilement. Donc là, on va accéder à l'assistant, donc qui est en plusieurs étapes, qui va nous poser un certain nombre de questions. Donc si on souhaite mettre à jour un plan d'exécution ou créer un nouveau plan d'exécution. Ensuite, on va nous demander si on souhaite, quel est le périmètre de ticket GitLab à partir duquel qu'on va vouloir vérifier via les tests. Donc, par défaut, on nous propose le périmètre de synchronisation. Donc là, c'est mon projet GitLab. La manière dont on va chercher les issues. Alors, j'ai un petit souci, il semblerait. Je suis désolée. Bon, je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin, mais je peux juste vous dire ce que ça va faire. Donc, on va chercher un périmètre d'issue. Donc, ça peut être soit issu d'un tableau GitLab. À ce moment-là, on va récupérer toutes les issues qui figurent dans le tableau GitLab. Soit on va pouvoir rechercher par issue et chercher sur des filtres associés aux issues. Et donc, à ce moment-là, là, ça va pas marcher parce que j'ai un petit souci de connexion, mais je pourrais, si je repars dans GitLab, je vais pouvoir aller rechercher toutes les issues de ma nouvelle itération ici, et qui sont, donc j'ai un statut à tester. Je vais pouvoir isoler uniquement les issues qui sont prêtes à être testées dans mon itération courante.
Et donc, à partir de ce filtre-là, je vais récupérer dans mon assistant tous les cas de test qui sont liés à ces issues-là. Et c'est ce qui va alimenter mon plan d'exécution. Une fois que mon plan d'exécution est alimenté, donc c'est pas grave, je vais quand même, je vais créer une itération manuellement, pas via l'assistant. Hop. Je vais aller alimenter, donc ça c'est une autre manière d'alimenter le plan d'exécution en allant chercher directement les tests qui nous intéressent. Je vais en prendre quelques-uns. Voilà. Juste, je vais vous montrer comment se déroule l'exécution. Donc, pour exécuter un test, j'ai un petit bouton play ici qui va me proposer différentes manières d'exécuter un test. Le plus courant, c'est via une pop-up d'exécution où je vais retrouver dans une sorte d'étape préambule l'objectif du test et les prérequis nécessaires. Et puis ensuite, je vais pouvoir démarrer mon test. Et donc, je vais avoir un écran par étape de test avec à chaque fois l'action et le résultat attendu. Et donc, pour chacune de ces étapes, je vais pouvoir appliquer un statut d'exécution. Donc là, par exemple, je vais passer en succès les 2 premières étapes. Et puis, on imagine qu'au bout d'un moment, on trouve une anomalie. Et donc là, pareil, on a la possibilité, on a une intégration qui va permettre, donc entre GitLab et Squash, de déclarer des anomalies depuis Squash directement dans GitLab. Donc ça se fait via un paramétrage du projet Squash où que je vais pouvoir lier à un projet GitLab où je vais pouvoir déclarer mes anomalies. Et donc ça, une fois que c'est fait, j'ai un bloc issue qui s'affiche ici, depuis lequel je vais soit pouvoir déclarer une nouvelle anomalie dans GitLab, soit pouvoir rattacher une anomalie existante. Donc là, on va déclarer une nouvelle anomalie. Donc là, j'ai une fenêtre qui s'affiche et qui va en fait afficher le formulaire avec les champs que j'ai côté GitLab. Donc ça, c'est le projet dans lequel je vais déclarer mon anomalie. Ensuite, on lui donne un nom. On peut sélectionner un template si on en a paramétré côté GitLab pour que le champ de description soit pré-rempli. Et de toute façon, par défaut, Squash va justement pré-remplir ce champ de description avec les données du test, de manière à avoir déjà un certain nombre d'informations pour faciliter la reproduction de l'anomalie. Et donc là, en fait, on va retrouver dans ce champ le contenu des étapes qui ont permis d'arriver à la découverte de l'anomalie. On peut ajouter évidemment une description. Hop. Et on peut remplir tout un tas de champs, dont le champ label. On va quand même indiquer que c'est un bug. Et on peut ajouter des pièces jointes aussi. Et une fois qu'on a rempli tous les champs qui nous intéressaient, on ajoute l'anomalie et elle va être envoyée directement dans GitLab. Et donc on a un petit lien ici qui indique vers l'anomalie dans GitLab et on retrouve un certain nombre d'informations. Donc là, on va passer le test en échec et on va donc on retourne ici dans le plan d'exécution et on va pouvoir avoir depuis une itération Squash, depuis une campagne, depuis un cas de test ou même une exigence synchronisée, on va pouvoir voir toutes les anomalies qui ont été déclarées en lien avec l'élément qu'on a sélectionné. Donc là, j'ai un résumé des anomalies déclarées dans l'itération. Et si je clique sur le lien, j'arrive directement dans GitLab avec les informations renseignées, y compris les étapes qui m'ont permis d'arriver à la découverte de l'anomalie. En parallèle, si je vais dans GitLab, sur une user story, alors je vais peut-être plutôt repasser par l'espace exigence. Lorsque j'ai exécuté mes tests, j'ai également les indicateurs, les 2 derniers indicateurs dont je vous ai pas parlé tout à l'heure, qui vont se mettre à jour. Donc en fait, dans ce champ commentaire ici qui me donne l'avancement des tests dans GitLab,
ce commentaire-là va être mis à jour au fur et à mesure de l'avancement des tests. Donc, on a parlé de la partie rédaction tout à l'heure. On a également des indicateurs sur l'exécution des tests. Donc, de vérification, ça va m'indiquer si mon test a été exécuté ou pas, indépendamment du statut d'exécution. Et puis, le statut de validation, quant à lui, va me dire si le test est en succès ou en échec. Donc là, en l'occurrence, les tests qui étaient liés à ma user story, ici, étaient en succès, pardon. Et donc là, tous mes indicateurs sont au vert et je vois que je peux considérer que ma user story est validée. Dans les développements futurs, on envisage également dans GitLab de pouvoir remonter le contenu des tests, donc le détail des tests et le détail d'exécution, qui servira notamment si on a plusieurs tests, de voir lesquels ont été en succès, lesquels ont été en échec, et de pouvoir suivre également leur contenu. Et donc pour ça, l'idée c'est de pouvoir s'appuyer sur la fonctionnalité de Work Item côté GitLab, qui est en cours de développement, je crois. Donc on suit les développements, et puis une fois que ce sera prêt, on procédera à l'implémentation de notre côté. Voilà pour cette intégration avec les issues GitLab. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et je vais laisser la parole à Florian pour l'intégration plutôt sur la partie automatisation. Donc l'idée de l'automatisation avec GitLab et Squash, ça reste la même chose que au niveau manuel, ça veut dire de pas perturber au moins le flow de développement et de livraison, et qui va se passer majoritairement sur GitLab, et après derrière de venir utiliser Squash pour être capable de référencer ces tests automatisés et utiliser la puissance des pipelines CI/CD de GitLab pour pouvoir les exécuter, et après derrière avoir un reporting commun avec cette plateforme. Donc comment est-ce que ça se passe en pratique? Hop, ça marche aussi. Hop, je vais fermer quelques onglets de Marion. Pas me perdre. Donc, sur mon espace de démo dans GitLab, ça reste un espace GitLab où je vais pouvoir l'organiser en fonction des bonnes pratiques GitLab et aussi de mon organisation avec plusieurs projets, faire du monorepo, du multirepo. Et donc, c'est ici globalement que je vais venir, dans le cas où on fait du test automatisé, venir notamment stocker le script et versionner les scripts des tests automatisés. Par technologie, par projet, ça va dépendre vraiment de la façon dont on travaille. Derrière, Squash va nous permettre de référencer ces tests automatisés. Et donc, comment ça se passe en pratique? On va s'insérer au maximum dans tout ce qui a été montré par Marion. L'idée, c'est que tout ce qui est description du cas de test venant valider une exigence qu'elle a été elle-même définie a priori dans GitLab, voilà, ça, on garde ça, et vient le moment où on va vouloir valider ça et définir des cas de test qui la valident, et donc on va venir s'insérer exactement à ce moment-là. Donc on va pouvoir venir créer des cas de test de tous les types de cas de test qu'a montré Marion, et on va pouvoir faire de l'automatisation et référencer des tests automatisés, peu importe le type de cas de test dans Squash. Alors, quand on choisit un cas de test BDD, on a un tout petit peu plus de fonctionnalités autour du BDD dans Squash et avec GitLab surtout. Et donc du coup, c'est pour ça que cette démo là, elle va être orientée autour de ça. Mais ce que je vous montre, ça reste à 95% valide dans le cas où vous voulez faire des cas de test classiques action-résultat. Donc, je vais sélectionner mon cas de test BDD que j'ai déjà ah non, parce que celui-là est déjà... Hop, c'est pas celui-là, fallait changer. Excusez-moi. Là. Mon cas de test BDD que j'ai déjà pré-écrit avant cette démo. Et donc là, qui vise à tester la livraison d'un cappuccino. Voilà, on va pouvoir utiliser toute la puissance sémantique du Gherkin avec des phrases d'action paramétrées. On va pouvoir les valoriser directement, mettre des jeux de données Squash. Et ça va pouvoir être... ces jeux de données vont pouvoir être utilisés dans les pipelines CI/CD si on souhaite. Donc ici,
j'ai mon cas de test BDD Squash, vient le moment où je veux l'automatiser. Donc, au niveau de ma page de renseignement de mon cas de test, j'ai un encart automatisation qui apparaît parce que j'ai paramétré mon projet Squash comme étant capable de faire de l'automatisation. Notamment, je l'ai lié avec un serveur GitLab pour qu'il puisse être capable de savoir où sont versionnés mes scripts automatiques. Donc, en pratique, une fois que souvent j'ai joué une ou deux fois, comme l'a montré Marion, mon test de façon manuelle, vient le moment où j'estime que et la user story et mon test sont assez mûrs pour être automatisés, et là où je vais pouvoir avoir un retour sur investissement sur l'automatisation de ce cas de test. Et donc, en cliquant sur le bouton éligible, j'engage ce processus d'automatisation. Donc, deux choses apparaissent. Déjà, tout un tas de champs dans cet encart. On y reviendra plus tard. Mais surtout, ici, la présence de la petite flèche transmettre. Ici, je clique dessus. Squash vient de faire deux choses. Il vient de vraiment lancer le workflow autour de l'automatisation de ce ticket. Alors ici, pour cette démo, on a simplifié le workflow maximum. Et donc, globalement, je vais pouvoir directement depuis cette page dire que mon cas de test est automatisé. Mais on peut très bien déléguer ce workflow à un outil externe, type Jira pour l'instant. On va très bientôt le faire pour GitLab, et on va même aller plus loin pour GitLab. Au moment où on va créer ce ticket, on va aussi créer une merge request qui va être capable de contenir venir être le réceptacle de l'implémentation de ce test automatique. Et dans le cas où on fait du BDD, ce qui est notre cas ici, Squash est capable en plus de pousser le squelette de cas test, d'écrire du Gherkin autour de ce squelette de cas test et de le pousser sur notre repo. Alors ici sur une branche qui est déjà paramétrée, demain sur la branche liée à la merge request que l'on va créer dans GitLab. Donc si maintenant je vais dans GitLab au niveau de mon projet, hop, celui-là, je vois que juste maintenant, Squash a synchronisé une nouvelle feature qui reprend exactement le scénario fonctionnel de mon cas de test et puis rajoute tout le décorum qui fait que c'est un point feature valide. Donc avec les scénarios outline si jamais j'ai des jeux de données, les différentes tables et ainsi de suite. Donc moi, mon rôle en tant qu'automaticien maintenant, ça serait ici de créer une merge request et derrière de checker mon code pour venir implémenter ici en Java Cucumber parce que je fais du Gherkin. Si j'avais du Robot Framework parce que Squash est capable, je l'implémenterai en Robot Framework ou dans une autre technologie sur laquelle Squash est compatible. Donc je vais pas vous le faire en direct parce que vous n'allez pas me voir écrire du code, ça il y a peu de sens, mais voilà. Mon rôle en tant qu'automaticien maintenant, c'est de venir implémenter ce squelette de cas test qui a été poussé par Squash. Hop. Et donc finalement, une fois que mon test est automatisé, une fois que j'ai fermé ma merge request, une fois que j'ai clôturé mon issue lié à ça, je vais pouvoir indiquer que mon test est automatisé. Et donc dans la version la plus simple, ici, c'est juste changer le statut en disant qu'il est automatisé. Une fois que mon test est automatisé, je vais pouvoir l'exécuter, alors soit depuis Squash, mais surtout, ce qui est intéressant avec la plateforme GitLab, depuis des pipelines CI/CD. Et donc, pour cela, la première chose, ça va être quand même de créer un plan de test qui va pouvoir être exécuté depuis mon pipeline. Donc, comment ça se passe en pratique? On va pouvoir utiliser tous les outils qu'a montré Marion pour se concentrer sur la création d'un plan de test qui fonctionnellement correspond au périmètre fonctionnel de ce que je souhaite tester. Donc vous allez pouvoir utiliser le drag and drop, les outils de création de campagne intelligents, ou si vous êtes feignant comme moi, à base de copier-coller. Alors, je dis feignant, mais il y a une vraie use case derrière, et d'autant plus
quand on fait des pipelines CI/CD. Souvent, dans les pipelines CI/CD, les tests automatisés qu'on va mettre, c'est un harnais de tests qu'on va vouloir passer pour vérifier notamment les non-régressions. Et donc d'avoir un plan de test harnais disponible qu'on va juste vouloir dupliquer au moment où on va vouloir lancer nos pipelines, ça reste un bon use case. Donc j'ai mon plan de test qui reste un plan de test Squash comme l'a montré Marion. La seule chose qui m'indique ici que j'ai des tests automatisés, c'est la présence dans la colonne mode des petits robots. Donc dès que j'ai un petit robot, mon plan de test automatisé va pouvoir être appelable depuis un pipeline GitLab. Juste pour que le pipeline GitLab sache de quelle itération je parle, l'itération ou la suite de tests Squash porte un identifiant unique, et donc c'est cet identifiant unique qui va me permettre, moi, dans mon pipeline, de vraiment venir targeter cette itération. Donc, j'ai mis en place mes tests, j'ai mis en place mon référentiel de test automatisé, j'ai mis en place mon plan de test. Maintenant vient le moment où voilà, je vais vraiment venir implémenter mes nouvelles choses dans mon application, vouloir tester avant mise en prod. Et donc ça va typiquement se passer dans GitLab dans une merge request. Donc ici, j'ai déjà préparé une merge request dans GitLab qui va me permettre de faire ça. Pour l'instant, elle est vide, j'ai pas encore mis de changement dedans. Et si on regarde le titre de ma merge request, ça va être surtout ici pour montrer comment est-ce que je target ce plan de test. Donc depuis mon écran de la merge request et parce que je suis sur cette plateforme GitLab, je vais pouvoir venir ouvrir mon IDE. Donc soit avec l'IDE intégré GitLab, soit en checkoutant sur le mien en local, en utilisant par exemple les GitLab Workspaces qui permettent quand même d'avoir et de gérer ces workspaces de façon unifiée en ligne. Et donc mon pipeline GitLab, si je regarde, et parce que c'est un pipeline de démo surtout, il est ultra simple. Il y a globalement une étape avec un seul job dedans, et ce job, sa caractéristique, c'est de lancer un plan de test. Donc, ce plan de test, le lancement de ce plan de test, il se fait grâce à une CLI développée en Python. Et donc, la seule chose nécessaire pour lancer ce plan de test, du coup, c'est d'avoir un environnement Python. Et donc là, on va utiliser toute la puissance de la plateforme GitLab qui nous permet de définir des conteneurs dans lesquels on va pouvoir avoir typiquement Python à disposition. Donc une fois que j'ai ça, je vais pouvoir lancer mon plan de test. Et donc quel plan de test exactement? Ça se passe dans ce fichier workflow.yaml qu'on appelle plan d'exécution as code, qui permet de définir, alors de façon plus ou moins compliquée, sur quel plan de test je souhaite intervenir. Donc dans sa forme la plus simple, ce plan d'exécution as code, il revient à définir quelle itération je cible sur quel squash. Une fois qu'on a fait ça, moi, en tant que développeur, je vais committer des changements. Hop, je commit, je pousse. Et je peux retourner directement. Pourquoi? Il est où? Voilà. Ah, j'ai perdu mon truc. Retourner sur ma merge request. Et là, normalement, j'ai si je recharge, j'ai un pipeline qui vient de se déclencher. Donc le pipeline est en train de tourner. Alors, pour vous montrer, souvent, il va pas y avoir qu'un pipeline qui va tourner sur une merge request, mais plusieurs. Et donc, normalement, il y a plusieurs commits, typiquement. On pourrait imaginer aussi des pipelines qui se déclenchent en dehors des contextes de merge request, sur une branche principale la nuit pour faire une nightly, des choses comme ça, pour aller sur des plateformes d'intégration, d'assemblage. Et donc, ici, directement
Oh, pourquoi je peux pas? Voilà, je vais relancer quelques pipelines en plus. Alors, hop, depuis mon interface, une pipeline, et je vais charger ma branche. Voilà. Donc là, normalement, si je retourne dans ma merge request, j'ai 2 pipelines qui sont en train de tourner pour celle-ci. Et sinon, on dira que c'est un peu de démo. Voilà. J'ai 3 pipelines quand j'en avais 2. Donc, mon premier pipeline a terminé. Si je regarde les logs de mon job, toujours depuis mon plateforme, voilà, je peux voir que mes tests se sont exécutés plus ou moins sans problème. Et donc, ce que montre pas cette démo, mais ce qui arrive, et je l'ai vu ce matin en démo vidéo, donc là pour le coup, je ne vous mens pas. Ces tests passent, s'exécutent, ils ont chacun un statut. Pour savoir si mon pipeline va plus loin sur un environnement à part ou continue, j'ai envie d'avoir une quality gate qui fait ça pour moi et le retour sur toute cette quality gate. Donc, dans la prochaine version de Squash, ici, directement depuis la merge request, on aura le résultat de cette quality gate qui remontera et cette quality gate sera personnalisable. Typiquement, je voudrais que 100% de mes tests d'API passent, mais que 90% de mes tests IHM seulement passent parce que je sais que j'ai 10% de tests flaky et que ça me va. Donc, les tests remontent. Ils vont bientôt remonter dans la merge request et aussi parce que on est lié à Squash dans notre cas. Côté Squash, si je reviens au niveau de mon plan de test, j'ai les statuts qui sont remontés par cas de test et par jeu de données. Donc, si j'ai plusieurs jeux de données associés à cas de test, voilà. La plateforme est assez intelligente pour filtrer les différentes données. Pour chaque cas de test, je vais pouvoir aller voir l'historique des exécutions. Pour chaque historique de chaque cas de test, je vais avoir l'ensemble des rapports qui sont épinglés. Ici, c'est le rapport XML Surefire et le rapport HTML sous forme d'archives parce que j'ai des tests Robo Framework. Pour ces tests, notamment Robo Framework, on travaille à ce qu'il n'y ait plus directement l'archive à télécharger pour derrière venir l'ouvrir et voir le rapport sur des formats HTML simples comme les rapports Robo Framework. Ça fera Squash qui pourra les servir directement. De même, on les fera monter aussi au niveau de l'exécution des tests en GitLab. Et finalement, et là c'est plus intéressant quand on a des pipelines DevOps, le pipeline s'exécute en plus d'une fois. Je vais revenir juste ici avant, voilà. Ici, ce qu'on voit, c'est une version un peu à plat de l'exécution de mes tests, c'est la dernière résultat globalement, et donc je perds un peu cette vision cette profondeur en historique. Et donc cette profondeur, on peut la retrouver grâce à l'onglet ici Automated Suite, où je vais avoir l'ensemble de mes pipelines, d'exécution de mes tests dans mes pipelines qui sont notés avec l'ensemble des tests qui ont été joués, leur statut et l'ensemble des rapports. Donc voilà pour l'automatisation avec la plateforme GitLab et Squash. Du coup, je relaisse la main à Marion pour la suite. Merci Florian. Du coup, ouais, peut-être juste un petit mot des évolutions à venir. On vous en a déjà évoqué certaines durant la démo. Alors là, le mois prochain, on va sortir une nouvelle version de Squash qui comporte des améliorations au niveau de la configuration des synchronisations d'issues. Donc c'est plus ce que je vous ai montré au début entre des issues GitLab synchronisés dans Squash. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est d'apporter plus de possibilités, plus de souplesse à la configuration des synchronisations pour cibler plus finement un périmètre d'issue à synchroniser. Dans la version 7 qui sortira mi-2024, on va ajouter la gestion des epics GitLab, donc la synchronisation des epics GitLab dans Squash en tant qu'exigence de haut niveau. J'en ai parlé très rapidement au début.
L'idée c'est qu'on va donc récupérer le contenu des epics et également le lien avec les user stories, avec les issues GitLab. Donc on va récupérer tout ça directement dans Squash. Et côté GitLab, au niveau des epics, justement, on va remonter certains indicateurs pour pouvoir suivre un petit peu à plus haut niveau l'avancement de la validation des user stories via les tests au niveau epic. Comme le disait Florian, pour la partie test automatisé, on va dans cette version 7 remonter les résultats et les rapports des tests automatisés dans les pipelines CI/CD et également remonter les résultats des tests automatisés et de la quality gate dans les merge requests. Et puis pour les versions futures, donc l'idée c'est effectivement pouvoir remonter encore plus d'informations liées aux tests, donc pouvoir remonter le détail des tests et des exécutions en s'appuyant sur la fonctionnalité de Work Item GitLab, donc qui est en cours de développement comme je l'indiquais tout à l'heure. Et puis plus tard, on souhaiterait également pouvoir remonter les résultats des tests manuels dans des merge requests. Voilà ce qu'on avait à dire. Je pense qu'on va répondre aux questions maintenant, s'il y en a. Donc, je laisse les PO bien prononcer les questions pour que chaque personne sache à qui on répond. Oui. Alors, on a une question. On nous demande si on a GitLab et Squash on-premise, l'intégration fonctionne aussi. Oui. Alors, effectivement, je l'ai pas précisé. Là, j'ai fait la démo avec GitLab.com. Mais l'intégration qu'on vous a montrée fonctionne également avec des GitLab, self-hosted, avec des Squash on-premise, et ça fonctionne pour les versions Community et Premium et Ultimate de GitLab. Et donc, selon le type de licence côté GitLab, on récupérera plus ou moins d'informations côté Squash. Je parlais des itérations tout à l'heure, ça on ne pourra pas effectuer cette intégration avec GitLab sur la partie itération, mais l'intégration reste complètement fonctionnelle. Pour ce qui est de la disponibilité des fonctionnalités dans les licences de Squash, que ce soit la partie anomalie ou la partie synchronisation, se trouve dans la licence Community de Squash. D'ailleurs, c'était la question suivante. La création des anomalies depuis Squash vers GitLab sont disponibles sous quelle licence de Squash et GitLab? Donc, c'est licence Community de Squash et licence Community de GitLab également, avec plus de possibilités, plus de champs pour la licence Premium. L'espace campagne peut-elle récupérer l'arborescence de l'espace 4 tests? Un dossier égale une suite de tests. Non, c'est pas le cas. Alors là, c'est pas forcément lié à l'intégration avec GitLab. Je pense que c'est plus une demande en général. Donc non, ça c'est pas le cas actuellement. En revanche, ce qui sera fait lorsqu'on fera l'intégration avec les épopées, c'est qu'on permettra de créer des suites de tests par épopée, de manière à avoir un découpage du plan d'exécution en domaine fonctionnel avec les suites. Et donc au niveau de chaque suite, on retrouvera tous les tests liés aux user stories qui sont associés à une épopée. Peut-on ajouter des pièces jointes, images, vidéos dans les anomalies? Oui, on peut ajouter des pièces jointes, poster des pièces jointes directement depuis les anomalies. J'ai montré très très rapidement, effectivement, mais il y a un petit champ pièces jointes qui s'affiche dans le formulaire. Alors, question, versionning des scripts, comment ne pas écraser le script poussé par l'automaticien sur le dépôt lorsque le testeur transmet une mise à jour du cas de test déjà scripté avec le même ID, même nom? Alors ça, c'est une bonne question parce que aujourd'hui, ce n'est pas possible. On va venir écraser ce qui a été déjà transmis par Squash, et donc Squash garde la main et bien. Et c'est pour cela que on travaille avec à s'intégrer plus proche des bonnes pratiques GitLab et des workflows proposés par GitLab avec la création d'une merge request. Quand on retransmettra, on recréera une nouvelle merge request en disant voilà,
j'ai écrasé mon script automatisé, à toi de voir si tu l'acceptes ou pas. Comment permettre à l'automaticien de tester en local le script qu'il va pousser ensuite dans GitLab à partir du fichier .robot poussé dans GitLab à la transmission d'un cas de test BDD? Alors, je l'ai pas montré, mais il est possible de télécharger le script qui va être généré par Squash. Bon, voilà. Et donc, si l'automaticien veut pas tout de suite le pousser, il peut le télécharger. Hop. Donc là, on va aller le chercher. Et sinon, l'autre solution, c'est de le pousser et de cloner en local le repo Git pour venir chercher la musique. Donc on a un aperçu effectivement du script qui sera poussé au niveau de chaque cas de test, et on peut aussi les exporter directement depuis l'arborescence ici. Le choix automatisation est manuel ou calculé? Je vois deux choses possibles derrière cette question. La première qui est au niveau ici du choix de la technologie qu'on met dans ce petit champ-là au niveau de l'espace d'automatisation. Alors ça, si on fait du BDD, a priori, on a configuré notre projet Squash pour soit générer du Gherkin pour faire du QML derrière, soit générer du Robot Framework. Et dans ce cas-là, Squash va venir le calculer automatiquement et le remplir. Soit c'est une technologie, on fait pas de BDD, notre technologie, typiquement du Postman, du SOAP8, du FT. Et donc dans ce cas-là, il va falloir le renseigner manuellement. Et la deuxième question, c'est est-ce que on a deuxième façon dont j'interprète ces questions, c'est est-ce qu'on a un espèce d'assistant qui va nous dire quels tests sont plus ou moins à automatiser dans Squash. On y travaille, mais à très long terme, mais là pour l'instant on n'a pas encore solution à ce point-là. Squash s'intègre avec Playwright pour du test end-to-end. Alors Playwright dans du Java, vu qu'on est compatible avec JUnit typiquement. Est-ce qu'on peut générer le Gherkin en français? Oui, on peut. Ça se paramètre au niveau du projet. On peut paramétrer la langue du Gherkin dans laquelle sera généré les scripts. Question sur où tournent les tests automatisés, sur Squash, sur un GitLab Runner, sur un autre serveur. Alors en fait, on a le choix des rois. On peut soit sur Squash, parce que Squash embarque un orchestrateur de tests, et donc ça va être Squash qui va être capable de piloter ces tests-là. Soit directement depuis le runner, on va faire exécuter les tests, et on fera remonter via l'API Squash et cette API de cet orchestrateur les résultats dans Squash notamment. Pour les codes Java, fonctionnent de même manière? Oui, tout à fait. Alors là, j'ai montré du Cucumber et du Robot Framework, mais le reste, c'est de la même façon. Pas besoin de Squash Automne dans toute la démonstration. Non, parce que là, on a focalisé la démonstration sur l'intégration avec des plateformes DevOps et des pipelines CI/CD. Squash Automne, ça va être plus sur l'intégration ou le classement des tests depuis Squash. Si j'ai des tests automatisés depuis Squash, je vais pouvoir les déclencher directement. Dans un cas où on est plus en campagne de validation type TNR, on va dire à l'ancienne, sans être pédant. Plutôt que d'exécuter le workflow dans une image de base Python, avez-vous envisagé de mettre à disposition une image Docker OpenTFTools? On l'a pas vraiment envisagé pour la bonne raison que globalement c'est juste un PIP install OpenTFTools qui suffit à rajouter sur une image Python. Pourquoi pas en prévoir une? Là, j'ai pas d'avis là-dessus. Je ferai remonter la question au PO et ce sera eux qui trancheront. Y a-t-il en possibilité d'envoyer le résultat de test sur Allure directement? La question est non. On remonte le rapport Allure dans Squash, mais on ne peut pas le pousser dans Allure. Les scripts résultant de la génération des tests automatisés sont stockés dans GitLab ou Squash uniquement. Ils sont bien versionnés dans GitLab et référencés dans Squash. Est-il possible d'utiliser le ticketing Jira et le CI/CD GitLab avec Squash? Oui, c'est possible, même si l'approche plateforme qu'on a avec GitLab et Squash
présente aussi cet avantage d'avoir quasiment un seul lieu où toute la construction logicielle se passe et de pouvoir rationaliser cette production logicielle, ça a ses avantages. Suite de la question attestant local, la question est orientée sur la récupération des paramètres avec le getTestParam, un fichier JSON en guise de mock. Du coup, vous n'êtes pas censé en savoir que du coup, toutes ces bibliothèques de getTestParam, toutes les méthodes de ces bibliothèques ont une variante où on peut leur mettre une valeur par défaut, et donc c'est comme ça qu'on va paramétrer. Je ne sais pas s'il est prévu de faire évoluer ces bibliothèques pour moquer le JSON qu'on transmet. Comment travailler sur plusieurs branches GitLab sur Squash? Il y a un dev change le code sur une branche et l'automaticien doit assurer que les tests auto passent bien sur ce nouveau code. Alors, réponse en 2 étapes. Aujourd'hui, l'automaticien va pousser globalement sur une branche prédéfinie, typiquement main ou develop. Et depuis cette branche, il va manuellement créer une nouvelle branche dans GitLab pour l'implémenter. Et derrière, une fois qu'il a implémenté son KTest auto, rapatrier cette implémentation et la merger sur sa branche principale. Et derrière, le dev qui va réutiliser ces tests pour sa couverture de code, lui va créer sa feature branch depuis cette branche principale où ont été rajoutés les tests auto, et donc du coup va bénéficier de ce plan de test. Est-ce que Squash propose une API ouverte au client? Si oui, peut-on utiliser l'outil en full API exactement comme un back-end? Oui, Squash fournit une API. Sur votre instance Squash, vous faites /API/ blablabla. Il y a la documentation de cette API. Oui, alors on peut y accéder. Alors on a plusieurs API en fait. On a une API orientée fonctionnalité utilisateur. Donc les API, elles arrivent sous forme de plugin. Il y en a une, donc celle. Oups là. On y retourne. Il y en a une qui est orientée fonctionnalité utilisateur ici, donc qui fait partie de la distribution de Squash. Et puis on a une API pour tout ce qui est administration, qui elle fait partie de la licence premium de Squash. Et puis des API spécifiques à des fonctionnalités d'automatisation, de synchronisation. Mais en gros, l'idée de ces API, c'est effectivement qu'elles font tout ce qu'il est possible de faire depuis l'IHM. On essaye d'être le plus exhaustif possible, et généralement, lorsqu'on ajoute une nouvelle fonctionnalité dans Squash, on essaye de faire en sorte de l'ajouter également dans l'API. Je crois qu'on a une question, alors plutôt d'ordre commercial, donc on va laisser la parole à Thomas Bravo. Et donc la question, quel est le pricing model de Squash, ou un lien pour une réponse. Donc le pricing model de Squash fonctionne donc en fonction de l'hébergement que vous choisissez, si c'est un SaaS, si c'est une version serveur, donc hébergée chez vous, et en fonction de paliers de nombre d'utilisateurs maximum. Donc en SaaS, nous commençons à 5, 10, 25, 50, 100, ainsi de suite. Et en version serveur, nous commençons à 50, 100, 250, 500 et plus. Et donc, pour retrouver tous ces tarifs que je ne vais pas vous énoncer comme ça à l'oral, je vais vous mettre un lien donc, dans le chat et aussi dans le récap de cette présentation. Je pense que c'est bon pour les questions. Merci à tous pour toutes vos questions. Je pense effectivement que malgré le nombre de questions, on a répondu à toutes les questions. Donc n'hésitez pas, si vous en avez une nouvelle, soit à les envoyer dans le chat encore tant qu'il est ouvert, on y répondra plus tard, soit à nous les envoyer par mail. Donc on espère avoir répondu à un maximum de vos questions. N'hésitez pas à rester en contact avec nous par nos différents moyens. On aura l'occasion, je pense, d'échanger dans de futures occasions. Merci à toutes et tous et à très bientôt pour de nouveaux échanges. Au revoir.